a dribblé, oh. Wilfried Canon, il a marqué, oh. Ismaël Diomandé, Sayouba Mandé, Cheikh Doucouré, on est champion. Il est 8h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Jérôme Kouakou. Bonjour à tous, voyons ce qui se passe sur le continent et l'actualité en Afrique reste toujours dominée par la situation en Guinée. Une page est en train de se tourner dans ce pays après le coup d'état militaire qui a renversé dimanche le président Alpha Condé à la tête du pays depuis plus de 10 ans. L'ancien opposant historique laisse le pays encore dans une situation économique très éloignée de ses potentialités. Dans sa première prise de parole publique depuis le putsch, Mamadi Doumbouya s'est voulu rassurant, notamment à l'adresse des investisseurs. La situation sociopolitique et économique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique font partie des raisons annoncées par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya pour justifier son putsch. Dans une allocution de 5 minutes, le chef des putschistes a promis hier d'installer un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une transition politique dont la durée n'a pas été précisée. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles. Les premières passations ont eu lieu lundi à Kankan ou encore à Labé. Le nouveau maître de la Guinée a très rapidement tenté de rassurer les partenaires et les investisseurs étrangers en déclarant publiquement que les contrats économiques et miniers signés sous Alpha Condé seront respectés. Il a demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production, a-t-il laissé entendre, et pour montrer sa bonne foi alors que la nouvelle administration n'est pas encore constituée. Les putschistes ont laissé les frontières maritimes ouvertes, notamment pour exporter la bauxite, dont le pays est l'un des premiers producteurs mondiaux. La Guinée possède aussi des gisements de fer, d'or et de diamants. Et pour Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée et principal opposant à Alpha Condé, eh bien, ce coup de force est pertinent, mais les militaires n'ont pas décliné de calendrier électoral, a-t-il déclaré chez nos confrères de RFI ce matin. En Gambie, 2 anciens ennemis se rapprochent. Le parti au pouvoir du président Adama Barrow a signé une alliance dimanche avec celui de l'ancien dictateur Yahya Jammeh. C'est ce qu'a confirmé un proche de l'ancien président. Cette alliance intervient à 3 mois du scrutin présidentiel de décembre et jette un doute sur la volonté de poursuivre l'ex-dirigeant pour des violations présumées des droits de l'homme. Parmi les points d'accord figure le retour de Yahya Jammeh à Banjul. C'est l'une des conditions évoquées dimanche par le parti de l'ancien président pour garantir son soutien à la formation politique d'Adama Barrow lors de la présidentielle du 4 décembre prochain. Le Maroc, de son côté, vote demain mercredi pour renouveler les 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus locaux. Le parti Justice et Développement islamiste modéré espère un 3e mandat à la tête du gouvernement du parti majoritaire qui sera issu. Du parti majoritaire sera issu donc le chef du gouvernement. Ce mardi 7 septembre marque le dernier jour de campagne au Maroc, une campagne électorale qui, jusqu'à présent, manque de tonus selon les observateurs. Interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes, couvre-feu dès 21h. Il a fallu miser donc sur le porte-à-porte ou encore sur les réseaux sociaux et les envois massifs de SMS pour faire campagne. Tout cela rend la campagne un peu insipide. Ces élections législatives sont pour la première fois couplées au communal et au régional. La dernière information nous provient de l'Afrique du Sud. La remise en liberté conditionnelle de Jacob Zuma fait beaucoup réagir. Âgé aujourd'hui de 79 ans, l'ancien président a écopé de 15 mois de prison pour outrage à la justice. Même si sa santé s'améliore par la suite, la décision est irrévocable selon les services pénitentiaires, sauf si Jacob Zuma ne respecte pas les conditions de sa libération. Cette décision était acclamée par ses soutiens, mais décriée par ceux qui demandent des précisions sur sa mystérieuse maladie. Le président Cyril Ramaphosa a souhaité, au nom de l'ANC, un prompt rétablissement à son prédécesseur. Mais du côté du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, c'est l'indignation. Le chef du parti entend déposer une requête pour avoir accès aux critères exacts qui ont conduit à cette remise en liberté conditionnelle. D'autres petits partis se joignent aux critiques qui visent le chef des services pénitentiaires, Arthur Fraser. Cet ancien directeur des services de renseignement sous la présidence Zuma est accusé d'avoir fait preuve de partialité dans sa décision.
On verra donc ce que décidera le juge lors de la reprise de ce procès Thalès le jeudi 9 septembre à venir. On s'arrête ici ce mardi pour ce qui concerne l'actualité sur notre continent. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.